Bonjour et bienvenue à tous sur Security Data Analysis. Aujourd'hui, j'aimerais attaquer la deuxième partie, enfin, du premier article que j'avais fait sur la mise en place d'un cluster ELK pour la gestion des logs. J'ai schématisé une petite architecture que je vais vous présenter. Auparavant, je vais ouvrir une petite parenthèse sur Securylance, donc qui est une société, enfin qui est même plus qu'une société, qui est une communauté, pardon, une communauté de freelanceurs en cybersécurité à laquelle j'appartiens et qui m'accompagne justement, pardon, sur la réalisation de mes vidéos, sur de l'expertise technique, et donc je tenais un petit peu à les mettre en avant. Euh, voilà. Donc si vous avez des projets à nous proposer ou à leur proposer, n'hésitez pas à les contacter. Je pense qu'ils seraient ravis de collaborer avec vous. Donc, parenthèse fermée, on va attaquer tout de suite le vif du sujet. Alors, j'ouvre simplement mon sketchbook pour pouvoir... alors, hop, ça va venir. Hop. Je vais ouvrir mon petit schéma d'architecture que je mettrai aussi dans le GitHub. Voilà. Alors, l'idée, c'est de réaliser ceci. Alors, je vous explique un petit peu la petite histoire du projet. J'étais en train de réfléchir, pardon, sur justement comment attaquer la deuxième partie, euh, quand un ami m'a appelé pour justement lui réaliser un POC dans son entreprise pour gérer les fingerprint machines. Donc du coup, ils devaient un petit peu convaincre son manager de passer sur une solution type ELK et abandonner leur solution actuelle. Et justement, bah, j'ai utilisé une partie de ce POC pour pouvoir faire la démonstration vidéo. Donc c'est très simple à réaliser, il y a pas une grande expertise technique, mais il y a quand même deux, trois petites choses à savoir, et donc du coup le schéma permet de bien remettre les choses en forme. Donc tout ce qui est hors cadre jaune, constitue pardon, la machine physique. Et donc du coup, tout ce qui est dans le cadre jaune fait partie de l'hyperviseur VirtualBox. Donc on va démarrer 4 machines. Les 3 premières machines constitueront la base Elasticsearch, et la quatrième machine constituera le système d'alerting ElastAlert, qui est en fait un fork open source euh, de l'outil Watcher de ELK. Bast. On va construire ces machines avec Vagrant, donc on va simplement construire la partie machine virtuelle avec Vagrant. En ce qui concerne l'alimentation de ces machines virtuelles, on va utiliser Ansible. Voilà. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore initiés à Vagrant et Ansible, je vous invite à suivre mon tuto sur Vagrant qui reprend les concepts de Vagrant, Ansible et les histoires de provisioning. Donc, une fois que la stack est montée, il suffit de l'alimenter avec MetricBit pour avoir les données souhaitées, notamment tout ce qui concerne Fingerprint Machine. Alors, il y a aussi Kibana qui permet de faire la visualisation. On va s'intéresser, il y aura une partie de la vidéo qui va s'intéresser un petit peu sur Kibana et ses possibilités. Donc voilà, j'espère que la vidéo va pas être très longue, mais au moins je vais essayer de faire quelque chose de complet. Alors c'est parti. Je ne vais pas faire chaque étape de l'installation parce que sinon ça sera beaucoup trop lourd, je vais vous expliquer simplement les grands concepts. Alors, je me suis défini un workspace dans mon Visual Studio, il ne faut pas avoir peur encore de tous les fichiers de configuration, il n'y a rien de très compliqué. Dans le fichier Vagrant File, on va commencer par créer deux blocs, donc qui vont constituer nos premières machines virtuelles. Donc, si je reviens sur mon schéma, ma stack va commencer par... Alors, est-ce que je peux avoir ma palette d'outils Alors, comment ça marche? Pas encore très à l'aise. Fichier, modifier, fenêtre, barre d'outils, non. Si je le mets au premier plan... Bon, c'est pas grave, j'ai ma palette qui a disparu, j'ai pas envie de chercher dans, le, dans les paramètres du logiciel, mais en gros, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord construire ceci. Et ensuite, on va racker le second nœud. Pourquoi je veux faire ça? Parce que en entreprise, habituellement, la stack que vous construisez à l'instant T n'est pas forcément la stack idéale, entre guillemets. Par exemple, si vous avez décidé de gérer un certain nombre de PS, on peut voir que par la suite, vous allez être forcément contraint de rajouter des nœuds si jamais vous avez sous-estimé le poids de votre collecte des données. Donc, du coup, j'ai retrouvé ma palette de données. Super. Elle est passée sur mon second écran, mais c'est pas grave. Alors,
hop, je reviens sur le code. Voilà. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est en priorité créer les deux premières machines. Donc, comme je l'avais expliqué sur le tutoriel Vagrant, que je vous invite à aller voir si vous n'êtes pas familier avec Vagrant, on peut créer un cluster de machines via des blocs de code comme ceci. Donc, mes deux premières machines, donc la première s'appelle master, je rentre dans le bloc master, je configure pardon, la machine en 1.200, et je lui donne quelques paramètres hardware, notamment la RAM et un nom, enfin notamment la RAM et aussi un nom de machine. Et là, ce qui est intéressant, c'est que je fais appel à un plugin Vagrant. Donc, comme j'avais expliqué sur le tuto sur Vagrant, il y a des extensions pour Vagrant qui permettent justement de, comment dirais-je, de personnaliser un peu plus votre machine virtuelle que les configurations de base. Et si vous allez sur Google, bah, je pensais l'avoir préparé, c'est pas grave. Si vous faites un Vagrant, voilà, Vagrant plugin list, je pense qu'on peut trouver le truc. Euh, voilà, Available Vagrant plugin, comme je l'avais expliqué auparavant. Donc c'est la liste des plugins disponibles sur Vagrant. Et il y a deux plugins qui sont intéressants. Le Vagrant Host Manager qui permet en fait d'alimenter le fichier etc host de la machine physique. Donc dès que vous créez une VM, l'IP sera associé dans le etc host de la machine physique. Il y a aussi le Vagrant Host qui lui va permettre d'alimenter le fichier etc host de la machine virtuelle que vous êtes en train de créer. Alors, quel est l'avantage? Ben, ça permet de placer nos alias et donc du coup dans la stack ULK de travailler qu'avec nos alias. Car si demain vous exportez la configuration sur du cloud, vous n'avez pas à changer toutes les IP que vous avez qu'on aura entré en dur, simplement modifier par exemple les fichiers etc host ou à la limite euh, les, euh, les IP des DNS si jamais vous avez des DNS privés. Alors, donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que pour le moment, je vais simplement vérifier le status des machines. Donc voilà, j'ai démarré Node Master et Node 1. Une fois que ces deux machines sont démarrées, elles ne sont pas encore alimentées bien évidemment. Et là entre en jeu Ansible. Donc si je reprends mon schéma, j'ai construit la machine physique, maintenant je vais vouloir l'alimenter. Et là c'est intéressant, c'est qu'en fait il y a plusieurs façons d'alimenter la machine. Bien évidemment, il n'y a pas que Ansible, mais c'est celui qui est le plus, comment dirais-je, le plus simple pour moi pour construire nos machines virtuelles. Alors, Ansible utilise un concept de playbook, donc en fait un livre de recettes où sont définies en fait des tâches qui sont principalement des actions menées sur la machine virtuelle. Ça peut être des apt install, ça peut être des git clone, enfin toute commande que vous pouvez entrer. Et en fait, dans la plupart des cas, Ansible, c'est un petit peu, on pourrait comparer ça un petit peu à Docker, c'est-à-dire que vous avez souvent des Dockerfiles, enfin des Dockerfiles qui sont déjà mis à contribution par d'autres personnes. Et donc du coup, souvent, si vous prenez le nom de la techno puis vous tapez donc nous Elastic Ansible, souvent vous avez le rôle. euh, donc là, carrément, on tombe sur le dépôt officiel de Elastic. Et évidemment, ils ont leur propre Ansible. Ils vous expliquent tout, ils vous expliquent les variables, comment le mettre en place. On utilise ce qu'on appelle une commande qui s'appelle Ansible Galaxy qui l'installe. Donc moi, j'avais installé la 7.7.0, mais vous pouvez installer la 7.8 si vous voulez. Ça change pas grand-chose. Et ce qui est intéressant, c'est que toutes les variables y sont définies. Donc en fait, euh, Ansible utilise un système de templating qui s'appelle le templating Jinja. Euh, et donc du coup, qui permet justement de définir ces variables ici, puis de pouvoir directement les coller dans le fichier de conf. Et le fichier de conf sera chargé correctement. Je ne vais pas m'attarder sur justement ces playbooks. Donc, j'ai simplement fait le Ansible install comme Elastic l'a préconisé. Et donc, du coup, j'ai mon fichier playbook.yml et là, je définis plusieurs choses. C'est là que ça devient intéressant. Alors, hop, je sais plus comment je peux. Non, c'est pas grave, je vais copier. Hop. Alors, je vais couper un petit peu parce que auparavant, j'avais modifié mon fichier. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais définir en fait trois blocs qui va correspondre à trois appels du playbook pour pouvoir alimenter nos machines.
Le troisième bloc, ce que je vais faire, c'est celui de la machine Note 2, j'en ai pas besoin pour le moment, je vais le commenter. Et là, j'ai mes deux machines. Donc, on fait appel au rôle. Donc, en fait, on a installé un rôle Elasticsearch. Je définis mes variables, master. Donc, je peux utiliser les alias parce que justement, j'ai configuré mes fichiers etc host de mes machines virtuelles. Donc, initialement, ma stack de départ, je veux qu'elle démarre avec master et node 1. C'est-à-dire qu'elle n'aura pas le statut green tant que master et node 1 n'auront pas communiqué entre eux. Bien évidemment, je définis un nom de master commun à tous les nœuds. Et là, pareil dans la deuxième machine, je configure le seed host pour pouvoir faire communiquer node 1 avec master. Donc, on peut voir que j'ai défini master et node 1. Attention, les hosts que j'ai définis là n'ont aucun rapport, enfin, ne sont pas les mêmes que définis dans le background file. Ce sont les hosts que Ansible va utiliser. Et généralement, Ansible, on définit toujours un fichier host dans lequel on va définir justement ces fichiers, ces machines. Donc, master, on va lui dire, bah écoute, master, c'est telle machine. Pour te connecter, tu as besoin de telle clé privée sur tel port. Donc, c'est un petit peu ce qu'on va faire. On lui dit que master, ben, c'est cette IP-là. Elle a pour variable le port 22, type de connexion SSH, le user c'est Vagrant, et la clé privée c'est celle-ci. Étant donné que j'utilise un dépôt Vagrant et j'utilise la private key insecure, j'ai directement configuré le fichier .vagrant machine master virtualbox private key. Donc le dossier par défaut. Évidemment, comme je l'ai expliqué dans la partie 4 de mon tuto sur Vagrant, je crois que c'est la partie 4, il faut changer ces clés SSH et il faut mettre votre propre paire de clés. Là, je configure ma deuxième machine, node 1, pareil, dans la même philosophie. Seulement l'IP est modifiée et aussi la clé privée. Bon, j'aurais pu utiliser la même clé privée étant donné que c'est la clé privée de base du dépôt. Mais bon, histoire de bien faire les choses, j'ai modifié le chemin. Et ensuite, ben, j'ai anticipé un peu le truc, mais j'ai directement modifié le fichier host. Enfin, j'ai directement créé le node 2 en avance. Pareil, dans la même philosophie que le node 1 et le master. Vous pouvez définir des hosts même s'ils ne sont pas encore appelés dans votre playbook, c'est pas grave. Je l'ai mis en commentaire mon node 2, et là ce que vous pouvez faire, c'est que pour installer vos machines, vous pouvez faire un ansible-playbook-i. Donc -i en fait c'est pour inventory. En fait, il faut préciser le fichier host que vous utilisez, parce que par défaut il va utiliser son fichier host à lui, et vous définissez le playbook. Simplement, je viens d'y penser avant, il va falloir faire un vagrant, rentrer dans les machines parce que. Pourquoi? Il va falloir faire une petite modification. J'aurais pu faire un script, mais je viens d'y penser que maintenant. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que par exemple, dans le fichier master, dans la machine master, on a alimenté master et node 1, mais par défaut, vous allez voir ce que ça a fait. Donc je vais rentrer dans la master. Oh, j'ai oublié le SSH. Décidément, je fais n'importe quoi. SSH master. Voilà. Normalement, on va rentrer dans le fichier, on va faire un sudo vim etc host. Et voilà, en fait, le fait qu'on a fait du provisioning du etc host, par défaut, la 127.0.0.1 m'a créé un autre truc, je sais pas pourquoi. Je l'avais vu auparavant, mais c'est pas grave. Dans tous les cas, on n'en a pas besoin. On va le supprimer pour pas pour pas que les aliasings soient perturbés. Faut que je relise la doc pour voir d'où vient cette petite erreur. Qu'est-ce que j'ai modifié sur mon fichier? Voilà, super. Donc on a bien node 1, master et localhost, super. Et je vais faire la même chose sur mon node 1. Donc voilà. Pensez toujours à checker le fichier etc host ou alors à vous faire des scripts de configuration, ça peut être très utile. Ah oui, je suis désolé, j'ai le micro en même temps le clavier, c'est pas évident quand on n'a pas de matériel, hop, pour pouvoir faire tenir tout ça.
Alors, pareil, je vais enlever celui-là, DD, je me prends pas la tête. Je le fais avant d'alimenter mes machines, comme ça je veux qu'une fois que l'installation est faite, normalement j'ai plus rien à toucher, le cluster démarre. Et je vais faire un... Alors, ce que j'avais dit, un Ansible Playbook, et là ça va installer les deux machines. Moi je vais pas le faire parce que je l'ai déjà fait pour gagner du temps dans la vidéo. Euh, Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez faire un curl sur vos systèmes. Donc on pourrait très bien faire un curl. Alors moi, si... Alors normalement, j'ai dû faire... Je vais simplement vous montrer que j'ai fait un alias dans le fichier etc host de la machine physique, donc sur mon Mac. J'ai fait un alias pour, voilà, pour le master. J'aurais pu l'appeler master, mais j'ai fait un alias sur Elasticsearch. Donc maintenant, si je fais un curl Elasticsearch 2.9002, voilà, j'ai mon cluster qui est démarré. Il y a un petit plugin sur Google Chrome qui est assez sympa, qui s'appelle Elasticsearch id. Et en fait, vous mettez simplement l'adresse IP du cluster, puis vous entrez, pardon, je vais pas y arriver. Je recommence. Vous rentrez l'IP, pardon, du cluster, vous faites se connecter, et ensuite vous voyez tous vos nœuds avec aussi le nombre de shards, des index créés. Alors moi, c'est une stack que j'avais déjà utilisée. Elle est en jaune, c'est normal, parce que j'avais déjà configuré le node 2. Donc, étant donné que maintenant il n'est pas présent, du coup, mon cluster est en jaune. Mais chez vous, il doit être normalement en vert. Donc, ce que je vais faire, c'est que maintenant, on a créé nos deux machines. Donc, si je reviens sur mon fichier, on a créé nos deux machines, on les a alimentées avec Ansible et Vagrant. Maintenant, on va ajouter notre node 2 qu'on va venir racker. Donc, pareil, ça va très vite. On a nos deux premiers blocs, on va copier un troisième bloc qu'on va appeler node 2. On va simplement modifier les noms de VM, les adresses IP pour les faire suivre. On va modifier le provisioning. Alors là, node 2 ne fait pas partie du cluster initial, il va venir rejoindre un cluster, il a simplement besoin de connaître le nœud master. Vous allez comprendre. Vous faites un vagrant up, vous pouvez faire un vagrant up node 2 pour up simplement le node 2. Donc si vous faites un vagrant up node 2, ça va up uniquement la machine node 2. Donc il va falloir modifier aussi le fichier etc host de la machine node 2, bien évidemment, moi je l'ai déjà fait. Et là, donc, pendant qu'elle démarre, je vais vous présenter le playbook. Alors, le playbook a déjà installé Elastic sur les deux premières machines, donc on va pouvoir le commenter. On va simplement décommenter le bloc que nous voulons installer. Donc ici c'est node 2. Dans le fichier etc host, node 2 a déjà été défini, donc pas de problème. Simplement, la petite chose qui change, c'est au niveau du seed host. La seule chose qu'il a besoin, c'est uniquement de connaître le nœud master pour pouvoir rejoindre en fait la base de données. Alors là, mon cluster, c'est vraiment pas un cluster, c'est vraiment pas une best practice parce qu'il n'y a qu'un seul nœud master. Si le nœud master tombe euh, alors qu'il n'y en a qu'un, c'est pas vraiment l'idéal. Donc euh, le projet n'est pas centré sur l'architecture de la base de données, mais simplement c'est pour montrer un exemple d'architecture. Vous pouvez relancer, une fois que la machine est prête et que vous avez modifié le TC-host, vous pouvez relancer le playbook, pareil, en précisant votre inventory et votre playbook. Normalement, il va refaire l'installation que sur le node 2. Alors, vous allez vous apercevoir que faire à chaque fois toute la réinstallation, c'est peut-être pas l'idéal si vous avez 200 machines à configurer. Alors, ce serait peut-être plus judicieux de, en fait, carrément partir d'une basebox Vagrant qui contient directement Elastic et d'avoir un playbook qui va simplement modifier la configuration et redémarrer le service. Bon, c'est une possibilité. Là, il y a 3 machines, c'est pas vraiment le plus embêtant. Donc, pareil, Ansible-playbook -i host playbook -i host et playbook.yml. Si je reviens sur mon nœud, je fais se connecter. Alors, je vais voir ce qui s'est passé. Provisionnaire, machin, machin. Ok. En principe,
Si je fais un SSH node 2, je vais faire un sudo vim slash etc host. Ah, ouais, d'accord, ok. Je vais faire un 192.168.1.202. Vous voyez, il faut toujours modifier le fichier etc host parce que, à cause de ces histoires de provisioning de fichiers etc host, je pense qu'il faudrait scripter ou aller voir la doc. Peut-être le plus simple, ça serait carrément de vider le fichier etc host, puis ensuite faire le provisioning. À voir. Donc le node 2, on a dit que c'était bien le 202. 200 le master, 201 node 1, 202 node 2. Super. Pas de panique. On va faire un sudo service elasticsearch. Je sais plus si elle. Je confonds toujours service et systemctl. Donc on va redémarrer le service. Super. Je vais vérifier au cas où que le service est bien. Hop, voilà. Vous le voyez pas, je vous assure, mais c'est vraiment pénible d'avoir le câble du micro sur le clavier. Ça m'empêche de taper. Ok. Et là, j'ai mon deuxième nœud qui a rejoint ma stack. On peut voir qu'ils partagent les mêmes shards, etc., etc. Maintenant, ma stack est prête. Donc si je reviens... Oula, il y a un petit problème avec ma voix. La stack est prête. Ce qui nous manque, c'est donc Vagrant, c'est OK. Ansible, c'est OK. Les 3 VM, c'est OK. Il nous manque Metricbit et Kibana. Alors, pour les télécharger, là, je pense que vous avez tout ce qu'il vous faut sur Internet. Vous tapez Kibana 7.7.0 si vous voulez avoir la même version que moi. Vous téléchargez, vous dézippez, et pareil pour Metricbit. Alors, je vais aller très vite parce que dans Kibana, vous allez dans le fichier dans le dossier Kibana. Donc vous mettez votre dossier Kibana et Metricbit dans votre workspace. Moi, ce que je vais faire, c'est que dans GitLab, je vais pas, comment dirais-je, je vais pas pusher le dossier Kibana et Metricbit, ça n'aurait pas de sens, surtout que moi, je les utilise sur Mac. Et donc, si vous êtes sur Windows ou Linux, ça sert à rien que je push les dossiers. Par contre, si vous voulez, je mettrai les confs kibana.yml et metricbit.yml dans le fichier config. Mais honnêtement, pour ce qui est à modifier, donc dans Kibana config kibana.yml, je vais changer la syntaxe. Alors, Kibana, what? Qu'est-ce que ça fout là, ça? Alors, de retour, j'ai dû faire un copier-coller quand j'ai créé mes fichiers de conf. J'ai dû faire une erreur sans m'en rendre compte. Étant donné que moi j'ai créé mon alias, je peux me permettre de faire ça, me semble-t-il. Mais vous pouvez mettre 192, 168, 1, 200. Tout le reste, honnêtement, vous n'en avez pas besoin. Sauf si vous voulez mettre votre serveur sur sur une autre interface que le localhost. Étant donné qu'on n'a pas mis les clés de sécurité, je veux dire, on a le plus facile au niveau configuration. Donc mon Kibana il est prêt. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais quitter node 2. Je vais faire un point slash Kibana bin Kibana pour allumer le binaire Kibana. Et en même temps, je vais en profiter pour récupérer le collecteur de données. Alors dans Metricbit, si vous allez dans modules, ce sont tous les modules qui sont activés et désactivés par défaut. Par défaut, il y a uniquement le module system.yml. Hop. Et donc ce module-là, en fait, j'ai supprimé tout ce qu'il y avait en bas et j'ai gardé simplement le module système et j'ai mis la période à 1 seconde. Du coup, j'ai rajouté aussi le file system. Donc en fait, toutes les 1 seconde, je vais remonter en métrique 7, je vais remonter CPU, load, memory, network, process, process summary, socket, summary, file system. Et il va aussi dans les process m'inclure le top n, include 5 process by CPU et by memory. Donc ce fichier-là, peut-être que
c'est intéressant de le mettre dans le config de MetricBit. Donc, dans config, paste, voilà, donc je l'ai rajouté dans le dossier config que je vais push. Donc du coup, j'ai simplement modifié le module. Vous pouvez voir que MetricBit, il y a vraiment, c'est un collecteur pour une quantité de services énorme, quoi. Et encore, je sais même pas s'ils sont tous, mais il y a vraiment pas mal de choses. Nous, on va simplement s'intéresser au système. Donc c'est dans les modules D, dans MetricBit, et dans metricbit.yml. Bien évidemment, vous avez simplement la sortie de la base. Là aussi, j'aurais pu mettre Elasticsearch 2.9002. Bon, 192, 168, 1, 200. Allez, je vais mettre ça, histoire de rester cohérent. Elasticsearch, super. Donc j'ai mon Kibana qui est démarré. Maintenant, je vais faire un point slash metricbit, -e, -c, je vais lui préciser la conf. Et là, il va venir téléverser les données qu'il va récolter au fur et à mesure. Donc on va le laisser un petit peu charger. On va pouvoir venir mettre à jour notre petite visualisation. Donc c'est très bien pour regarder de manière très brève notre cluster. On peut voir qu'effectivement l'indice s'est créé, donc c'est super, c'est génial. On va pouvoir entrer dans notre Kibana localhost 2.5601. Kibana va s'ouvrir. Le temps pour lui de charger. Ok, donc il va falloir. Comment on peut faire ça? Index pattern. Il vous faut créer un index pattern. Donc je vais le faire avec vous. Moi j'ai créé métrique. Mais si par exemple je voudrais créer simplement M, je sélectionnerai. On voit que le M étoile va matcher avec tous ces indices-là. Vous pouvez faire un nextape et faire un timestamp. Moi je l'ai déjà fait. J'ai déjà créé métrique, donc j'ai pas envie de le refaire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir voir nos données. Donc là, le Discover, c'est pour avoir un petit peu une vue d'ensemble sur nos données. On voit que on voit chaque paquet avec chaque field. Et donc, on va commencer une première dashboard. Alors moi, je l'ai fait un peu avant. Alors, est-ce que je repars de là ou est-ce que je refais tout avec vous? Bon, allez, je vais tout refaire avec vous, c'est pas grave. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez utiliser le module visualisation pour faire des visualisations, mais maintenant, depuis quelques temps, ils ont sorti le module métrique. Donc c'est très intéressant si on veut modifier, si on veut visualiser certains métriques. On va le tester, vous allez voir, c'est super rapide. Donc on y va, on va dans Metric Explorer. Donc moi ce que je veux, ah bah super, ça m'a configuré le truc de base. Je veux le système CPU user norm. Attendez, je vais supprimer avec vous. Donc là ça nous met la métrique, la moyenne de system.memory.actualUsed%. Et là system.cpu. Alors, j'ai plusieurs choses, CPU, on va avoir un truc user% ou user norm. Alors le problème c'est que si vous mettez user %, ça va pas être normé avec chacun de vos cœurs. Donc si par exemple le premier cœur en est à 80% et le deuxième à 40%, vous allez avoir un taux de 120%. Moi je préfère avoir une version normée par rapport à tous mes cœurs, donc c'est pour ça que j'utilise celui-ci. Étant donné que j'ai pas de données auparavant, je vais venir zoomer ici, je peux voir en fait la quantité de RAM ainsi que la quantité de RAM pardon, ainsi que la quantité du CPU. Du coup, ce que je vais faire, c'est que ce fichier-là, il n'est pas encore disponible sur ma partie visualisation. Donc j'ai besoin de le mettre dans la rubrique visualisation. Donc ce que je vais faire Open in Visualize. Et en fait, on voit que Metric, c'est simplement un raccourci vers TSVB. Donc TSVB, c'est un module pour construire des séries temporelles sur Kibana. Donc je vais faire Save. Et là, je vais l'appeler... Alors, étant donné que je les ai déjà créés, je vais faire graph1 CPU-RAM. Voilà, voilà, voilà. Si je reviens dans Visualize, j'ai bien mon
graph 1 CPU RAM. On voit bien qu'en fait c'est un type TSVB, donc Time Series Visual Builder, je crois que c'est un truc comme ça. Ensuite, avant de faire le tuto, je suis tombé sur un truc qui venait de sortir qui s'appelle Lens, je connaissais pas, et c'est super bien pour pouvoir faire de la visualisation, pour créer nos visualisations de manière drag and drop. Donc, si vous allez sur Lens, mettons que par exemple, nous voulons observer les process les plus utilisés. Je vais faire un process name, donc je viens prendre mon champ process.name et je viens le glisser ici et j'ai mes process. Alors, hop, voilà, je vais l'avoir en as a table, donc ça va me faire en fait un tableau croisé dynamique entre les count records et les value of process name. Donc on peut voir pardon, les process les plus utilisés. Donc j'ai mon QuickTime qui tourne à fond et j'ai mes machines, toutes mes machines virtuelles sur VBox et j'ai aussi MetricBits qui doit taper dans le système pour pouvoir à chaque fois récupérer des données. Pareil, je vais faire un save. Je vais l'appeler graph2. Quand il s'agit de donner des noms, je suis toujours hop. Parfois, je perds plus de temps sur la convention de nommage que sur le code en lui-même. Donc pareil, il apparaît dans ma partie visualisation. Je vais faire un troisième qui est intéressant. Alors, le troisième qui est intéressant, ça serait d'avoir par exemple le pourcentage de disques utilisés. Donc, si je reviens dans le code, en vous faisant modifier le système.yml, le module file system permet lui de justement modifier le sous-module file system permet d'avoir les informations sur la quantité de disques utilisés, mais de tous les disques, qu'ils soient virtuels ou qu'ils soient logiques ou physiques. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on va faire une petite visualize, on va faire un... Non, avant de faire la visualisation, pardon, on va s'intéresser au discover. On va faire un petit filtre, on va lui dire je veux avoir un aperçu de mon disque. Donc je vais récupérer le system.file. Est-ce que j'ai un truc en pourcentage? Voilà. File system used. Voir que donc déjà on peut voir que le champ n'est pas présent dans tous les paquets. C'est un petit peu le problème de la base de LK et du NoSQL en général, c'est le problème d'éparsité, des données éparses, pardon. Je pense qu'il doit faire une requête différente pour telle ou telle métrique. Donc on peut voir que par exemple si je prends celui-là, c'est le... Pardon, si je prends celui-ci avec un taux d'occupation de 70%, on voit que le system file system device name s'appelle dev/disk S1. Et je reconnais bien aussi mon Mac parce que j'ai 1 Tera et j'ai 600 ou 700 Go d'utilisé que je peux voir ici. Ce que je vais faire, c'est que dans ma métrique, j'aurai besoin de ce nom-là pour pouvoir créer en fait un filtre sur le nom. Donc je vais garder ça de côté. Je vais ouvrir la tabulation. Hop. Hop. Je vais créer ma visualisation. Je vais l'appeler gauche. Je vais récupérer les données sur l'index métrique. Alors déjà, premièrement, je vais faire un metric count. Je vais faire un métrique moyenne. Et je vais faire un système.cpu norme. Non, pardon. Qu'est-ce que je raconte? Système file system use %. Update. Ah oui, d'accord. On voit que les métriques, enfin les ranges sont pas les bonnes. Donc ce que je vais faire, je vais aller dans options. Je vais les modifier maintenant, ça sera fait. Je vais faire de 0 à 0,5, de 0,5 à 0,75 et de 0,75 à 1. Voilà. Et là, j'update. Donc là, j'ai quelque chose d'un peu plus cohérent. Simplement, on peut voir que
la moyenne est de 35%. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore filtré et évidemment, il va faire la moyenne sur, par exemple, si je prends la dernière minute, il va prendre ces trois valeurs. Donc il faut bien lui préciser que nous voulons uniquement le disk name S1. Donc ce qui est bien, c'est qu'on peut utiliser le KQL, le Kibana Query Language. On va lui dire, tu vas faire un system.filesystem. Voilà. Je l'avais déjà fait auparavant. Donc je veux que les systèmes file system device name dev disk S1. Super. Et la moyenne, c'est bien celle-là. Donc maintenant, je peux save. Je vais l'appeler graph 3. Je pourrais rentrer des descriptions éventuellement. Et là, super. Donc, j'ai déjà quelques KPI que j'ai fait très rapidement. J'ai créé une dashboard pour vous, mais je vais la recréer pour vous montrer comment on peut faire. Add existing, et là, on peut prendre tout ce qui est dans la dashboard. Je vais dire graph 2, graph 3, graph 2, graph 1. Et voilà, j'ai déjà mes dashboards. Si vous voulez, on peut dire bah, celui-là, je ne le veux pas là. Celui-là, je le veux plutôt ici. Voilà, comme ça. C'est très facile. Le positioning est très facile. Et voilà, c'est super. Il y a aussi un autre utilitaire qui est intéressant dans Kibana que j'ai découvert il y a peu de temps, qui s'appelle le Canvas. Donc c'est un petit peu un workpad ou un PowerPoint que vous pouvez préparer et peut-être automatiser et envoyer à vos managers. Donc je vais en recréer un avec vous. Où on peut vraiment comparer ça à un PowerPoint, une espèce de rapport qu'on peut faire. Donc on pourrait par exemple faire ajouter un élément, je veux une image, je veux sélectionner l'image. Alors, qu'est-ce que j'ai Hop, je vais mettre en avant Securilance à l'honneur. Hop, donc voilà, je vais faire mon rapport pour mon manager. Donc j'ai mis mon image. Ce que je vais faire, c'est que mon background, je vais l'uniformiser. Voilà, super. Je vais aussi faire ça. Hop, tac, hop. Ce que je vais faire, c'est que je vais me rajouter un élément, titre. Donc je vais me faire. Ce qui est bien, c'est qu'on peut faire des recherches par tag. Donc je veux tout ce qui permet de faire du texte. Data, non, debug, métrique. Ah, using Markdown. Ok. Donc là, pareil, je vais là-dessus. Ok, welcome. Ok, ok. Donc en fait, c'est simplement la syntaxe Markdown, si j'ai compris. Donc on va faire un titre de premier niveau. Rapport hebdomadaire. Non, attendez. Rapport hebdomadaire, on va dire journalier. Sur l'état des serveurs. Et là, par exemple, je vais par exemple mettre le team manager qui a rédigé le rapport, enfin qui a rédigé l'automatisation du rapport plutôt. C'est Security Data Analysis. Hop, hop. Si je fais apply, hop, hop, donc j'ai un problème avec la couleur. Élément style. Ah oui, on peut mettre du CSS. Oula, retour au basique. On va faire un color. Alors, si je me rappelle, c'est un truc comme ça. Moi, je suis sûr qu'on peut faire des trucs plus sexy. Moi, je suis pas très orienté design, comme vous pouvez vous en apercevoir. Donc voilà, j'ai mon rapport. Ce qui est bien, c'est que je peux ajouter des éléments, mais je peux aussi ajouter des MJIT objects. Donc tout ce que vous faites sur Visualize, ça devient des objets que vous pouvez importer, un peu comme des classes dans la programmation objet. Donc je veux dire, graph 1, je vais le mettre à l'honneur. MJIT object, qu'est-ce que je peux faire Pourcentage des disques, process, dans les process on s'en fout, on va dire voilà. Voilà l'état de tes serveurs, je t'envoie le rapport. Alors élément style, alors ce qu'on peut faire c'est que le conteneur, donc celui qui charge celui qui encadre l'élément, on va lui mettre un background en blanc, et lui pareil, on va lui mettre un background en blanc.
pouvez mettre une autre couleur si jamais vous êtes plus familier que moi avec le design, j'imagine. Hop, et celui-là, je vais le mettre plutôt ici, et celui-là plutôt ici, et voilà. J'ai mon rapport, et là je peux par exemple tag, hop, texte, ok. Alors, je vais faire un truc, comme ça, tout petit, tout petit, tout petit, tout petit, hop. Et je vais pouvoir mettre par exemple, alors welcome, machin, machin, ok, ok, tout ça je m'en fous. Et je vais pouvoir par exemple mettre la date du jour. Alors, on est le 25 juin 2020, là je vais mettre jeudi 25 juin 2020. Donc imaginez que c'est votre rapport de cybersécurité. Sur les incidents, eh ben, vous pouvez faire votre rapport de la même manière. Pareil, mon élément style, la color, hop, 2 points, white, play style sheet. Pourquoi ça m'a... Qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas grave. Jeudi 25 juin 2020. On est bien le 25. Yes, 25 juin, apply. Et voilà, je vais pouvoir, par exemple, alors, si vous avez le souci du détail, le mettre ici, et voilà. Vous avez votre rapport que vous pouvez envoyer à votre manager, pardon. Du coup, vous pouvez le download as JSON ou faire un PDF report. Bien évidemment, si vous cliquez dessus, vous allez voir que il vous faut le XPack parce que la licence de base ne permet pas de faire un rapport en PDF. Bien évidemment, les parties les plus intéressantes de la stack, c'est frustrant, c'est le pack premium. Vous pouvez aussi modifier la date, et donc du coup dans le rapport il y aura les bons IOC avec la bonne range time. Donc c'est bon pour Kibana. Maintenant, on va continuer. Alors je sais que ça, vous êtes peut-être un peu fatigué, mais le défi c'est de faire ça en moins d'une heure, d'une heure et demie. Je pense on est pas trop mal niveau time. Euh, on a fait Metric Beat, super, on a notre playbook. Donc maintenant, si je reviens dans le schéma, on va revenir toujours sur notre schéma. On a tout simplement Elast Alert pour pouvoir faire le système d'alerting. Eh bien écoutez, c'est parti, on se retourne dans notre fichier Vagrant File, de la même manière, bim, bim, Vagrant File, tac, 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 tac. On va créer pareil un deuxième bloc, Elast Alert. Alors, j'ai mis la bonne IP, j'ai fait le provisioning. Pareil, le fichier ElastAlert aura simplement besoin de l'entry point de la base master. Donc là, pareil, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre notre terminal, je vais faire un exit, puis je vais faire un vagrant up ElastAlert. Je l'ai appelé EAlert, machine virtuelle. Autant pour moi, je commence aussi à fatiguer. Voilà, la machine va s'allumer. Alors, pendant que la machine s'allume, on va aller faire un tour du côté de ElastAlert. Alors vraiment, ElastAlert, c'est un super projet. Le plus galère, c'est pour moi l'installation. Vous avez, alors, je vais fermer tout ce qui nous intéresse plus. Kibana, ça nous intéresse plus, ça non plus. Ça pas tout à fait encore. Ça non plus, ça non plus, ça non plus. Roles. Alors, où est-ce qu'il y a le lien vers le Kibana? Pardon, vers le ElastAlert. C'est pas grave. Là, je suis sur la doc et je cherche en fait. Ah voilà, le GitHub. Donc sur le GitHub /yelp /elastalert, vous allez avoir, je reviens sur le main du GitHub, vous allez avoir l'explication du fichier. Alors, il y a eu quelques modifications, donc le plus dur c'est vraiment dans l'installation parce que je ne sais pas ce qu'ils ont fait avec leur dépôt de paquets, mais en tout cas il y a quelque chose qui marche mal à ce niveau-là, mais c'est rien, j'ai mis la procédure d'installation pour vous, j'ai un peu débugué j'avais un petit peu débugué les forums auparavant parce que je devais utiliser ElastAlert pour un autre projet. Alors, ce qui est bien dans ElastAlert, c'est que vous avez
un dossier qui s'appelle example rules et vous ne partez jamais de rien, vous partez toujours d'un existant et vous avez plusieurs types de règles. Ce que je vous propose, c'est de regarder dans la doc les rules types. Donc vous avez NI, blacklist, whitelist, change. Alors nous, on va s'intéresser pour notre use case aux frequency et aux métriques agrégation. Alors, le frequency peut être utilisé dans notre cas des serveurs, par exemple, pour pouvoir surveiller la montée en charge ou le nombre d'EPS qui rentre dans la base. Donc en fait, frequency, c'est très simple, c'est un système déterministe avec un seuil qui dit, ben voilà, si tu as 200 entrées sur la range time définie, donc si tu as 200 entrées sur 10 secondes, tu me lèves un seuil, tu me lèves une alerte. Vous avez la métrique agrégation, qui est un petit peu le même style, et qui dit que tu vas me créer une métrique, donc si par exemple je veux surveiller la RAM, tu vas me récupérer tous les paquets où la RAM est définie, sur les 5 dernières minutes ou sur la dernière minute par exemple, et tu vas me faire une moyenne de cette quantité-là, ou tu vas me prendre le maximum ou le minimum, ou pardon la somme, enfin toutes les métriques que vous pouvez, tout ce que vous pouvez calculer, c'est défini ici, nous on va se baser sur la moyenne, tu vas me prendre la moyenne, et du coup cette moyenne-là, tu vas la comparer à un seuil maximum ou minimum, ou les deux. Et donc du coup, en fonction du ou des seuils, tu vas pouvoir me remonter une alerte. Donc c'est très simple. Ensuite, une fois que vous avez défini votre rules, vous avez le type d'alerte. Donc ça veut dire, bah voilà, le système a détecté que le seuil a été franchi, bah, qu'est-ce qu'il fait comme action? Du coup, bah, il peut par exemple, euh, il peut lever une commande système. Donc là, je vois pas trop l'intérêt. Bon, c'est surtout pour tester nos règles. Bon, en principe, si vous voulez faire une roadmap si vous voulez faire une roadmap sur votre alerte, il est mieux d'utiliser des outils comme, par exemple, qu'est-ce que j'ai que je pourrais... Il y a Jira, vous pouvez éventuellement envoyer un email, mais Jira, ça peut être une bonne idée. On va tester ça, et par la suite, on verra que le plus intéressant pour moi, c'est vraiment de faire du Z-Hive, surtout si vous traitez des données IP, domaine, des données de sécurité. Donc pour faire de la gestion d'incidents de sécurité, c'est peut être très 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 intéressant. On verra ça dans une vidéo bonus. Mais nous, on va s'intéresser uniquement sur la partie commande et la partie Jira. J'imagine que la machine est prête. Donc je vais faire un vagrant up. Enfin, j'ai fait mon vagrant up. J'ai besoin maintenant de faire mon vagrant SSH et last alert. Donc du coup, dans la procédure d'installation que je vais mettre dans le README, je ferai un README un peu plus propre. Je vous ai mis toute la procédure d'installation que moi j'ai réalisée pour pouvoir le faire fonctionner avec ma version de Stack. Donc dans la procédure d'installation, on peut s'apercevoir qu'à un moment, on clone le dossier et que on a ce dossier ElastAlert présent. Donc si je fais ls, on voit que j'ai le ElastAlert, le dossier du dépôt. La première chose à faire, c'est de lister ce dossier. On peut voir qu'on a un config ykml.exemple, donc c'est intéressant de le copier. Donc moi c'est ce que j'ai fait, et du coup de pouvoir l'alimenter. Donc on va faire un VM, donc moi je l'ai renommé config.ykml. Et là on va venir configurer deux choses essentielles. Donc le dossier qui va contenir les règles, donc moi je l'ai appelé rules, et on va pouvoir modifier aussi l'entry point de la base. Donc moi c'est master. Il faut se rappeler que dans le bloc vagrant de la machine ElastAlert, on a bien défini, on a bien fait le provisioning du fichier etc host. Donc il connaît bien la correspondance master à 192.168.1.200. J'ai un accent du sud qui est venu, je sais pas pourquoi. La configuration, simplement, donc le dossier rules, excusez-moi, je me suis perdu. L'entrée point de la base, et ensuite, non, il n'y a pas besoin de configurer plus, simplement si vous avez mis en place tout ce qui est certificat ou aspect de sécurité,
il va falloir bien évidemment le configurer, mais ce n'est pas encore notre cas. Bien évidemment, c'est un POC, et en cas de mise en production, il va falloir mettre en place tout ce qui est certificat, et commencer surtout par changer le certificat des machines Vagrant si vous utilisez Vagrant comme provisionneur de machines. Donc, la configuration est bonne. La première chose qu'il faut faire, alors, une fois que vous avez tout installé, vous avez un elastalert-create index, config, elastalert, le config.yml. Alors, en même temps, j'en profite pour nourrir mon fichier readme. Hop. Ah non, ben, autant pour moi, je l'avais déjà mis. Donc moi, je ne vais pas entrer la commande parce que je l'ai déjà fait. Mais si vous entrez la commande et que tout est bien configuré, normalement, il n'y a pas de problème. Si vous réactualisez, on peut s'apercevoir effectivement que tous les index relatifs à elastalert ont été créés. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez partir de l'existant. On va prendre frequency. Vous pouvez le copier-coller, le copier dans un premier temps. CTRL-C, ls, et venir le coller par exemple. Donc moi j'ai fait un vim, rules, première métrique, je l'ai appelé fréquence. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? GG, hop, voilà. Exemple frequency rules, bon, éventuellement vous pouvez changer, type frequency, j'ai précisé l'index et métrique, je lui dis bah, un événement toutes les 3 secondes. Bon, dans la vraie vie, il va falloir mettre un autre type de règle peut-être, mais c'est juste pour pouvoir déclencher l'alerte et pour pouvoir observer. Alors l'action d'alerting, ça va être un commande, et je lui dis, ben, dans commande, mon premier argument c'est bin/echo, et deuxièmement c'est le message alerting. Généralement, la frequency, c'est pas la plus compliquée des règles à faire. Si, par exemple, on va plutôt prendre du single metric agrégation, alors vous voyez, on a un exemple en plus, ils font exactement la même chose que nous, simplement qu'ils utilisent le CPU. Donc nous, on va dire, bah, je veux la RAM, type métrique agrégation, il n'y a pas de problème. Il va falloir changer l'index, bien évidemment. La clé, ça va être system memory used actual %, je crois. Alors, le doctype. Le doctype, j'ai fermé mon Kibana. Donc, à chaque fois que vous créez un document dans Kibana, par défaut, l'API va rajouter 3 ou 4 éléments. Et le doctype, si on devait faire la correspondance avec un modèle relationnel, ça correspondrait à la table dans laquelle il faut taper. Donc, par défaut, tous mes index appartiennent à /doc, mais j'aurais pu définir mes documents autrement, par exemple en underscore fingerprint, ou même faire underscore memory pour les documents concernant la memory, underscore network pour le network, underscore file system. J'aurais pu créer différentes tables. Là, j'ai créé une seule et même table. Je parle de table, mais on est dans du modèle non relationnel. C'est simplement pour avoir avoir la vision et la compréhension du type doc. Donc nous, c'est le type doc, ça bouge pas. Ensuite, doc type, c'est bon. Système, donc tous les autres paramètres qui sont optionnels, je vous laisserai aller les consulter sur la doc. Ensuite, les systèmes de seuillage, on va pouvoir les modifier aussi. Le filter term metric set. Alors, on peut voir que dans metric_bit, donc là c'est propre à metric_bit, hein, si on va dans metric.name, on voit effectivement qu'il y a différents types de metric name. Nous, on va utiliser, donc si je prends par exemple, le metric name, alors hop, actual used %. Alors voilà, hop, si je prends ce paramètre là, donc par rapport à la RAM, on voit que le metric name s'appelle memory. Donc nous, on va vouloir filtrer sur ça, et on va essayer un autre type d'alerting qui s'appelle par exemple Jira.
Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir faire un VM rules de metric.yml, GG, et observer les modifications. Donc le name, vous pouvez mettre le name qui vous arrange, le type, bien préciser le type, on n'en a pas besoin sauf si vous voulez override la configuration de base, l'index, très bien. Donc on est bien sur la métrique, enfin pardon, sur le champ system.memory.used.%. Alors moi j'ai mis des seuils complètement très bas enfin complètement bas pour être sûr de lever les alertes. J'ai modifié le metric set.name, le type de commande, voilà. Et là j'ai utilisé un autre type d'alerting qui s'appelle Jira. Donc si vous allez sur la documentation, vous pouvez aller voir effectivement qu'il y a un type, qui est un type Jira. Donc je suis sûr que vous connaissez Jira bien mieux que moi, pour pouvoir mettre en place vos credentials. Donc il va falloir préciser le Jira Server. Donc moi j'utilise en fait un Docker, je vais vous montrer juste après. Donc mon Jira Server, ça va être ma machine physique, le Jira Project, le type de tâche, et j'ai créé un Jira Account File, donc un fichier sur la machine guest qui est dans Home Vagrant Jira, qui est en fait, je mettrai les règles aussi dans, pardon, dans le projet, sur le GitLab. Si je fais bon, pas besoin de faire un vim, mais un cat. Si je fais un cat, je suis dans. Voilà, cat Jira. Donc j'ai mis comme mot de passe user et comme login. Enfin, pardon, j'ai mis comme user admin et comme mot de passe admin. Security first, bien évidemment. Mais ce sont que pour les tests. Ensuite, il nous manque simplement la plateforme Jira. Donc, moi j'ai utilisé un Docker pour pouvoir posséder Jira, enfin posséder, pour pouvoir faire tourner Jira Core. Alors, je ne sais pas si mon Docker, est-ce que je peux vous montrer comment j'ai fait? Oui, bien évidemment. Si je fais un Docker, Docker, Jira, voilà, super. Mais sauf que là, je tombe sur le Git. Ah bah c'est pas grave, il y a aussi la commande. Donc c'est un GitHub développé par CP Taction Inc. et qui permet justement de mettre en place le Docker serveur et de configurer. Donc moi je l'avais déjà fait, j'avais mis ma clé d'API. Ce que je vais faire, c'est que je vais retourner, je vais me créer un shell. On va se créer un shell. Je vais faire un Docker, je vais lancer la commande Docker. Peut-être que je peux simplement restart, mais vous pouvez copier-coller la commande restart. Est-ce que ça marche si je mets juste AC? Je fais un Docker PS. Super. Mon Jira est reparti, donc vous pouvez copier-coller. Moi, je l'avais déjà en fait le conteneur, il a été en mode excited, je l'ai relancé simplement. Le Jira redémarre. Donc le temps de la restauration de mon Jira, je vais couper, puis je reprendrai juste après. Donc je suis de retour, je me connecte sur ma plateforme Jira Core. J'avais déjà créé un projet Jira. Pas maintenant, je m'en fous. J'avais déjà créé un projet serveur avec la clé SER, donc la même clé que j'ai rentrée. Alors, si je reviens sur mon tableau de bord, donc mon projet serveur est allumé. J'avais déjà testé auparavant 2-3 systèmes. Alors, là, ce sont des tâches que j'avais déjà effectuées, donc on peut voir que le système d'alerting marche, mais pour vous le prouver, on va revenir dans la machine Vagrant, parce qu'on a tout configuré, mais on n'a rien lancé. Donc on va faire simplement, cette fois-ci, un elast alert, moins minus config.yml.
Donc on peut voir qu'il y a déjà 2 rules qui ont été chargés. Donc dans le dossier, il a reconnu qu'il y avait 2 règles. Et là, normalement, on va pouvoir nous apercevoir que une règle va être remontée. Alors je ne sais pas si sur Jira on a besoin d'actualiser ou que ça apparaît automatiquement. Comme si j'étais sûr que le truc marchait du premier coup. Hop. Donc normalement, ça devrait marcher. Donc je ne sais pas pourquoi. On va attendre un petit peu le temps que le tout se connecte. Alors, je vais regarder en même temps si j'ai bien reçu des données. Donc je vais mettre par exemple les données des 15 dernières secondes. Oui, j'ai bien des données. Effectivement. Alors je vais essayer d'actualiser. Ah bah voilà. J'ai actualisé et bien évidemment j'ai un ticket. Et si j'ouvre ce ticket, j'ai justement le pourcentage. Alors la RAM, c'est normal qu'elle soit montée, qu'elle soit aussi haute parce que je suis en train de faire du transcodage de vidéo, je suis en train de faire la vidéo, euh, toutes les machines virtuelles qui sont allumées, donc je suis pressé de finir la vidéo pour laisser, laisser mon PC tranquille, il est en train de souffrir le pauvre, mais on peut voir tous les éléments qui peuvent nous aider à gérer justement le ticket qui a été levé à cause du fort taux de RAM. Donc voilà, on peut voir que tout marche, c'est super. Si j'actualise encore, là peut-être que... Ouais, donc il faut peut-être attendre encore un petit peu avant que la règle soit à nouveau levée. Mais on voit que tout est parfaitement en symbiose avec la stack ELK. Donc c'est tout pour le moment. Je vais essayer de faire une petite vidéo bonus où là on va essayer d'utiliser The Hive et Cortex. Alors, je vous invite à aller lire le... Alors, j'ai simplement coupé pour chercher le lien, mais je vous invite à aller voir le projet The Hive, c'est très important si vous, surtout si vous faites de la réponse à un silence et du SOC. Donc c'est un petit peu le... Je ne vais pas insulter leur travail, mais c'est un petit peu le Jira++ de la cybersécurité, avec en plus des possibilités de faire, entre guillemets, du forensics via Cortex. Donc c'est un petit peu les cadres du SOC qui ont créé cette plateforme. Donc je vous invite à la lire, à vous documenter un petit peu, et la prochaine fois on va faire 2-3 essais avec Elastalert et ZHive. Voilà, donc merci de m'avoir suivi. Bien évidemment, vous pouvez toujours me contacter sur mon blog sec-data-analysis.com. Je vais essayer de publier l'article aujourd'hui ou demain. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, surtout euh, pour que je puisse améliorer mon contenu. Pour me contacter, alors je ne sais pas si je l'ai mentionné, mais la rubrique contact, bien évidemment, vous avez le formulaire. Sinon, vous avez habituellement le profil LinkedIn aussi. Donc, si je vais sur mon compte, voilà, LinkedIn/in/hakim-jelili, en espérant que le POC réalisé vous a plu. N'hésitez pas à m'écrire, je serai ravi de vous répondre. Passez une très bonne journée.